Frédéric Harpignon est notre invité, l'occasion de revenir sur les dossiers en cours du directeur sportif du FC Metz entre le mercato hivernal, la mission maintien et le capitanat. Les Grenats reçoivent Lille ce vendredi, l'occasion de voir les nouvelles recrues à l'action, une sorte de renouveau qu'il faudra confirmer comptablement au classement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro du Graouli Mag. L'actualité a été plutôt agitée ces dernières heures. Et c'est moi qui vous le dis, pourtant je n'étais pas au cœur de tout ça, il en parlera sûrement beaucoup mieux que moi. C'est notre invité du jour, Frédéric Harpignon est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour à vous. Ces derniers jours plutôt mouvementés, je pense que j'ai bien décrit la situation. Oui, bien sûr, tous les mercatos sont agités. Alors le mercato est terminé, mais on a encore pas mal d'autres choses à évoquer aujourd'hui, mais on va le faire avec nos deux chroniqueurs du jour, Stéphane et Stéphane. On aime bien les mettre ensemble sur le plateau, ça m'arrange à chaque fois et j'oublie que c'est toujours... Je croyais que c'était Borby, moi. Alors toi, ce sera Borby aujourd'hui et là, ce sera Steph. Comme ça, on arrive à se retrouver un petit peu dans tout ça. Si ça te va, ça me va. Puis des fois, j'inverserai juste pour le plaisir de le faire. On s'adapte, nous, tu sais, on est des gens adaptables. Exactement, c'est pour ça, on travaille qu'avec les meilleurs. On travaille aussi également avec notre voix off depuis le début de cette année 2026. C'est Nathan qui reviendra évidemment avec nous sur quelques statistiques qu'on va pouvoir évoquer tous ensemble. Salut Nathan. Salut Aymeric, salut tout le monde. On va pouvoir commencer cette émission avec la première partie, c'est l'heure du focus. Alors évidemment, l'actualité autour du FC Metz, c'est le mercato hivernal qui a fermé ses portes ce lundi soir à 20h. On a eu le temps de l'évoquer un tout petit peu lundi dans la toute dernière ligne droite. Frédéric, soulagé de cette fin de période tout de même qui est toujours assez particulière, notamment dans ce contexte-là en Ligue 1 ? Oui, après, je dirais que le mercato, tous les mercatos sont compliqués, encore plus celui d'hiver, mais notre situation au classement fait que c'est encore plus difficile. On a justement à faire le point sur les différents dossiers. Je regarde en même temps, on a quelques supporters qui nous posent pas mal de questions. On essaiera d'en ajouter quelques-unes, évidemment. On va commencer d'abord à faire le point sur les arrivées, si vous le voulez bien. Ils sont 3 à avoir rejoint le FC Metz cet hiver. On a Bounassar, Djordjic Vilitalia et on a Lucas Michal. Avant ça, Steph, pour commencer, on va dire un mercato très offensif. 3 recrues offensifs pour le FC Metz. Ça a peut-être pu surprendre à premier abord quand nous on appuyait un petit peu sur la défense sur ces derniers matchs. Oui, mais j'ai le sentiment, et ça c'est un sentiment partagé, je pense que la défense était composée comme de joueurs très intéressants. Il fallait peut-être remettre des choses en place et peut-être, et certainement, que le nouveau coach Benoît Thavenot s'y attelle tous les jours. De toute façon, on savait très bien que si on voulait exister un peu mieux dans ce championnat, il fallait déjà encaisser beaucoup moins de buts. Donc les joueurs en place ont des qualités, c'est certain. En plus de ça, Sadibou Sané reste donc dans les rangs messins. Donc c'est aussi je dirais, une solution supplémentaire. On est content aussi de voir Kofi Kouao rester, de voir Maxime Collin qui peut vraiment dépanner sur toutes les places en défense centrale ou à droite ou à gauche. Donc en fait, je pense qu'on est armé. Je pense que c'était après une question d'organisation défensive qui était à mettre en place. Maintenant, ce mercato-là, je pense que comme beaucoup de monde, il est toujours un peu surprenant compte tenu des noms qui sont évoqués, qu'on ne connaît pas véritablement. Mais c'est, on va dire, passionnant pour un supporter de découvrir un peu ces garçons. Alors la question, Frédéric, évidemment, elle est simple pour nous, mais les arrivées ont été très tardives, elles se sont officialisées, en tout cas sur le dernier jour. Je me doute que les dossiers ont été traités en amont, mais est-ce qu'ils ont été bloqués par la situation du club ou est-ce que c'est évidemment le mercato hivernal qui est un mercato d'appoint qui fait que ces dossiers-là, souvent en fait, se décantent dans les toutes dernières heures ? Parce que ça s'embellit un peu de partout. Ouais, après, c'est 3 dossiers complètement différents. Je vais commencer par Bouna. Bouna est venu très tôt chez nous parce qu'il il nous a demandé de venir s'entraîner parce que c'est quelqu'un qui a été au club longtemps et qui a marqué le club. On n'a pas eu de problème à ce qu'il vienne s'entraîner avec nous et qui s'évalue. Et puis par là même, nous aussi, on a pu l'évaluer. Après, comme je l'ai dit au début, Bouna, il fallait avoir la place de le faire rentrer, la place de le faire rentrer. Et puis après, bien sûr aussi, il fallait que ce soit ou Steph avant ou Benoît ici donne son aval par rapport à ce qu'il pouvait apporter à l'équipe. Voilà, c'est pour ça que ça s'est fait tard et on a attendu
de voir les mouvements qu'il allait y avoir. Quoi, voilà, quoi. C'est vrai que ce mouvement, on nous l'avait présenté, en tout cas le président l'avait dit, en tant que latéral droit, c'est là où il avait le plus explosé ces dernières années. On va se poser la question, alors, comment utiliser Bouna Sarr maintenant qu'il est là? Parce qu'il ne remplace pas numériquement un latéral droit, parce que personne n'est parti. Donc peut-être qu'il peut jouer un cran plus haut, ça va être là un petit peu le débat pour lui. Déjà, concernant Bouna, c'est une recrue très intéressante parce que il a une légitimité, c'est quelqu'un qui fédère, qui rassemble. Il a une fraîcheur aussi d'esprit, il n'a peut-être pas été marqué comme les joueurs qui ont débuté la saison au niveau psychologique, avec une possible perte de confiance. Donc il va amener du sang neuf, toute son expérience. Après, Bouna, moi j'ai joué avec lui, c'est un joueur qui est polyvalent, il peut s'adapter à peu près à tous les postes. Il a même joué arrière droit à Munich ou à Marseille. Il était, quand moi je l'ai connu, un joueur beaucoup plus offensif. Je pense qu'il pourra jouer devant dans l'axe, sur un côté. C'est un joueur qui est véloce, qui va vite, qui sait répéter les courses à haute intensité. Donc pour ça, c'est intéressant. Après, dans un 4-1-4-1, il peut jouer sur un côté, là où Gauthier Hein jouait par exemple contre Angers. Il peut jouer à gauche, faux pied. Voilà, c'est un joueur qui est polyvalent, mais qui amènera surtout beaucoup d'expérience dans le vestiaire. Il va rassurer, il va motiver. C'est pas vraiment le mot, parce qu'il n'y a pas besoin non plus de motiver les joueurs. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais c'est une recrue intéressante. Et les deux autres joueurs qui viennent aussi sur le front de l'attaque viennent pallier des départs. C'est ça un mercato. Frédéric l'a dit, il faut des départs pour qu'il y ait des arrivées. Le tout, c'est d'amener une plus-value. Je me rappelle d'une année, nous, on avait eu en cours de saison Mamadou Niang qui nous avait rejoint devant. Il avait complètement transformé l'équipe parce qu'il a amené beaucoup, beaucoup de choses. Et j'espère que ça sera le cas également pour les Grenats avec ces recrues-là. Évidemment, Frédéric, il y a une attente quand même derrière Bouna Sarr parce que il arrive avec ce bagage, il connaît la maison et l'adaptation, il l'a quand même déjà eu un petit peu vu que ça fait 3 mois qu'il a pu prendre la température. Oui, voilà, c'est pas anodin aussi. Je veux dire, on avait besoin aussi. Il avait besoin de voir où il en était, et nous, on avait besoin aussi de voir où il en était. Comme l'a dit Borby, bien sûr que je crois que ces derniers matchs, il les a joués au poste de latéral, mais on sait très bien qu'il est polyvalent et qu'il peut jouer plus haut. C'est pour ça qu'il y a eu cette opportunité de le faire signer. Quoi. Voilà, quoi. Ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est chez un garçon comme ça, dont la carrière est derrière lui, on ne va pas se mentir, il a en fait quelque chose encore à se prouver à lui-même. Mais il ne se sert pas en fait, d'un club comme Metz pour avoir un tremplin. Donc en fait, il y va avec beaucoup de fraîcheur, un petit peu comme un nouveau jeune, j'ai envie de dire. Et ça, comme tu disais, je pense que c'est très intéressant dans un groupe d'avoir parfois des joueurs qui ont finalement plus rien à prouver au monde entier, aux médias ou à je ne sais quoi, qui ont plus envie de signer des contrats ailleurs et qui ont pour le coup toute la tête au club. Et il n'y aura pas de choses à prouver, quoique il y aura une petite notion de découverte pour la deuxième recrue, Giorgi Vilitaia. Alors il va falloir que je m'entraîne encore à le dire, c'est pas forcément évident, mais un profil plus similaire à Habib Diallo. C'est vrai qu'on avait peut-être pointé un peu ça du doigt sur la première partie de saison, un manque de deuxième attaquant de ce profil-là. Il répond à ces critères-là, physiquement en tout cas. Ouais, alors je ne sais pas aussi comment ils vont faire pour s'appeler, parce qu'ils s'appellent tous Giorgi, en fait. Il faut faire attention, si vous êtes amateur de Panini, ce n'est pas des doublons ni des triplés que vous avez, c'est peut-être un joueur différent. Ouais, mais Fred peut certainement, évidemment bien mieux en parler que nous, parce que on le connaît pas et on connaissait déjà pas les deux premiers Géorgiens, un petit peu Titashvili, parce qu'on l'avait vu de temps en temps avec la sélection géorgienne. Un peu son profil, c'est un joueur qui est grand, 1m90, qui sera plutôt pivot axial, un joueur d'appui, en complément d'Habib Diallo. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Vas-y. Non. Non, je dirais que le choix, il s'est fait. Alors, c'est vrai qu'il s'est fait sur le tard, parce que voilà, on avait, comme il s'appelle, Ibou Sané, qui a montré des qualités, mais qui n'a pas franchi ce cap. Voilà, on pense beaucoup de bien d'Ibou Sané pour le futur au FC Metz, mais il fallait qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu. L'idée, c'était de le prêter. Et remplacer Ibou, c'était mettre quelqu'un à côté d'Habib avec ce profil. Si demain Habib a un problème, ou pourquoi pas jouer ensemble. Voilà, c'est pour ça que ça s'est fait sur le tard. Oui, ensemble dans un 3-5-2 alors peut-être. Voilà, dans un 3-5-2, dans un 4-4-2, enfin je sais pas, ça après c'est l'entraîneur qui verra, quoi. Mais voilà l'idée qu'on a eue. Ils peuvent être complémentaires. Et puis après,
Après, on avait aussi plusieurs profils. Il faut pas. C'est jamais. Voilà, le choix aussi s'est fait parce que on connaît la mentalité de Tita, on connaît la mentalité d'Abois. On avait besoin. Et puis après, bien sûr, on a pris des renseignements, on a regardé et on sait très bien que je vais l'appeler Georgie 3. et voilà, il a cette mentalité, ce caractère et cette personnalité. Et je pense que ce groupe en a besoin. Voilà un petit peu les critères qui ont fait qu'on est allé sur. Et surtout devant, je trouve. Parce que je rejoins ce que disait Stéphane. Derrière, je pense qu'on est équipé, on a le matériel pour bien faire. Et c'est un peu paradoxal parce qu'on prend beaucoup de buts, on a pris 45 buts. Mais pour moi, je ne jetterai pas la faute uniquement sur la défense. C'est une question d'équilibre, de bloc équipe, de capacité à ne pas prendre de buts, à ne pas concéder de buts, évidemment, sans faire d'erreur. Mais c'est un travail qui est collectif. Mais là où le bas blesse, à mon sens, c'est qu'on avait, aux abords des 30 derniers mètres, beaucoup de difficultés à être dangereux. On n'avait pas beaucoup... On a vu les limites un peu de Malik Mbaye aussi sur le côté, qui est aussi un bon joueur, qui est très jeune, on ne peut pas tout lui demander, mais qui avait du mal peut-être à faire beaucoup de différences. Et on avait du mal à amener ce ballon devant. Et je pense qu'il faut un petit peu plus peut-être de consistance devant, de caractère aussi. Et c'est en cela que Georgie, je pense, fera du bien dans ce domaine-là. Très rapidement, Frédéric, on a une question qui vient sur la manière de recruter ce genre de joueur. C'est vrai que pour recruter Bouna Sarr, c'était plutôt simple pour l'observer. Il fallait venir à Frascati, qui est quand même globalement proche. Pour des joueurs comme Jonathan Fischer ou pour Georgie, comment ça se passe? Ça se base surtout sur de la vidéo, sur ce genre de choses? Oui, on se base sur de la vidéo et on commence aussi à... Même si il faut qu'on s'améliore, on commence à regarder aussi les datas. Parce que je crois que aujourd'hui, c'est tendance. Oui, c'est tendance, mais je pense que c'est important. Il faut y venir. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un projet futur pour le FC Metz. Est-ce qu'il y a une connexion actuellement entre la Géorgie et Metz? Depuis 3 ans, on a quand même le sentiment qu'il y a... Alors qu'on n'a jamais eu finalement de joueurs géorgiens à Metz. Et là, depuis Georges Mikotadze, on a l'impression que c'est un petit peu le nouvel Eldorado géorgien. Ouais, mais c'est vrai que le premier joueur qu'on a regardé, c'est Tita, mais pas que par rapport à Georges. Et puis après, bien sûr que les voir au quotidien, je crois que vous les voyez aussi quand ils jouent, que ce soit Tita ou Abois, même si Abois n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, voilà, je dirais que c'est des mentalités qui correspondent au FC Metz. Ça triche pas. Voilà. Très bon état d'esprit. Voilà. Un peu, ça me fait penser aux Argentins, un peu avec la grinta, le goût de l'effort, du sacrifice aussi. Tita, on l'a vu jouer ailier gauche et puis arrière gauche aussi, venir suppléer un petit peu dans les tâches défensives. C'est pas tous les joueurs offensifs qui ont envie de faire ça. Et là, on voit qu'il fait sans rechigner. Abouachvili, quand il rentre, il percute, il essaie d'amener quand même au niveau de l'état d'esprit une plus-value aussi. C'est vrai que son but face à Nantes, on va dire, illustre plutôt bien ça. Il était entré en cours de jeu, si je ne me trompe pas, et puis finalement, il va quand même faire l'effort derrière. On a un troisième joueur qui est là, c'est Lucas Michal. Alors là, on est sur un autre type de profil. C'était déjà pour l'été dernier, c'était déjà en pourparlers pour l'été dernier. Ça s'est fait que cet hiver. Et c'est pour le moment, on pourra le voir après, la recrue préférée de nos supporters. On regardera juste après le sondage. Mais ce joueur-là, c'est une vraie fierté de l'avoir ramené à Metz. Oui, fierté. Alors les autres, ça l'est aussi. Oui, non, bien sûr. Non, je dirais que fierté pour le club. Ouais, je suis content pour le club qu'on ait pu faire signer Lucas parce que c'était pas simple. Ça s'est fait dans les dernières heures et il y avait beaucoup de monde et je crois que je l'ai dit à la presse, qu'il ait choisi Metz. C'est une fierté pour le club, Voilà. Je me pose la question, Borby, c'est vrai que là c'est un prêt de 6 mois, oui je te regarde, tu es là en même temps, c'est quand même mieux. 6 mois pour un prêt, c'est vrai que ça devrait être une adaptation express pour lui, il n'y aura pas, on l'a dit, la préparation, faire connaissance avec le groupe, il va falloir être très vite opérationnel. Pour un jeune joueur, ça peut porter ses fruits? Oui, bien sûr. 6 mois, c'est même pas 6 mois. Oui, on dit 6 mois, mais c'est 4 ou 5. Le championnat, là, ça va s'enchaîner extrêmement vite. Pas que pour lui, pour tous les joueurs. Mais c'est pas plus mal, parce que ça donne moins l'occasion de réfléchir, de gamberger. Il y a un objectif qui est réalisable encore, parce qu'on est à 2 points du premier barragiste. Donc évidemment que Lucas Michal devra tout de suite... Mais j'ai vu
son interview, il a la tête sur les épaules, il est motivé, il a regardé les matchs des Grenats, il ne connaît pas trop les joueurs, sauf le 4e gardien, mais on voit que c'est un jeune garçon qui s'intéresse, et du coup ça aide à l'adaptation. Mais après, un match, le terrain reste le terrain. Je veux dire, c'est un joueur, il saura avec les consignes du coach s'adapter au plus vite. Après, c'est un joueur qui est offensif, hein, c'est un joueur de percussion qui va provoquer les 1 contre 1. Donc c'est plus facile peut-être que si vous me parliez d'un défenseur central qui doit travailler des automatismes, des repères avec ses compères de la charnière. Joueur offensif, s'il sera entrant, finisseur ou s'il débute le match, il ne faudra pas se poser de questions, et puis il faudra qu'il amène aussi toutes ses qualités, et puis un peu de fraîcheur, et puis pas trop gamberger. Après, qu'il y ait 1 an ou 6 mois, il faut jouer, et puis il faut faire en sorte d'aider l'équipe pour gagner. Je vois la question, est-ce qu'il peut y avoir plus que 6 mois si lui le veut? Ça s'annonce peut-être compliqué pour lui, vu le talent que ça peut être, ou est-ce qu'on peut peut-être espérer un nouveau prêt ou... Honnêtement, ça va être compliqué d'avoir plus de 6 mois. Après, voilà, Borby l'a dit, c'est un joueur qui était à Monaco, qui était aux portes de jouer. Hein. Il est rentré à plusieurs reprises. Voilà, je crois que l'adaptation, il connaît le championnat. Il sait que pour lui, ce prêt est important. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas de problème d'adaptation. Puis je pense qu'il a envie de montrer à tout le monde qu'il a, lui, la possibilité dans le futur de jouer à Monaco. Voilà, quoi. Nathan, c'est vrai que quand on regarde une fin de contrat, plus un joueur qui a résilié, plus un prêt, ça fait 0 € pour 3 recrues, mais ce n'est pas le seul cas. Ce n'est pas seulement le FC Metz qui a mis autant d'argent sur ce mercato. Ouais, comme tu l'as dit, le FC Metz a dépensé 0 € sur le marché des transferts, mais c'est la même chose pour Le Havre, Brest, Lorient ou encore Angers. Steph, c'est pas une anomalie quand on entend les clubs cités. Hein. On aime bien, nous, parler dans le Grand Mac du championnat, entre guillemets, du FC Metz. Ce sont des équipes qu'on a mis un peu dedans, même si aujourd'hui le classement est un petit peu différent. C'est pas non plus sur le mercato hivernal que tu vas le plus dépenser, mais il fallait réfléchir aussi comme ça. De toute façon, ça fait quand même quelques années, voire moi je me souviens quand même depuis très très longtemps qu'on fait toujours avec des idées. On n'a pas l'argent, et qui plus est aujourd'hui avec ce football un peu à 2 vitesses, où tu as des grands groupes comme Strasbourg, à Marseille, à Paris, etc., qui jouent dans le même championnat que toi, parce que moi j'aime pas parler de 2 championnats. Et je fais une petite parenthèse, mais j'ai bien aimé ce qu'avait dit Frédéric une fois dans les médias en disant si on est là, pas de raison qu'on soit à courber le dos devant certaines équipes. Il faut jouer notre chance à fond, comme d'autres l'ont fait avant nous, et avec succès. Donc moi j'aime bien un peu ce côté, gardons de l'ambition, arrêtons de nous trouver toujours des excuses parce qu'on a moins d'argent, parce qu'on est un promu, parce que voilà, on y va avec de l'enthousiasme, de la détermination. Faut faire fi aussi de l'histoire en fait, du FC Metz, cette histoire de ces 20 dernières années. Moi, je crois que c'est ça qui plombe un peu parfois notre arrivée en Ligue 1. C'est que j'ai toujours cette impression qu'on connaît nos codes en Ligue 2. Voilà, on sait comment faire, etc. Et puis on arrive en Ligue 1 où j'ai l'impression qu'on n'a pas encore commencé le championnat, tout le monde nous assassine. À l'extérieur, on dira de toute façon vous allez redescendre, vous faites que ça, etc. Et moi j'ai toujours l'impression qu'il y a une espèce de mauvais mood qui est autour du FC Metz, alors que les gens, je suis convaincu, au sein du club, demandent qu'à être portés justement par l'enthousiasme de cette montée en Ligue 1, de jouer Paris, de jouer Marseille, de jouer Lyon à domicile. Et moi je pense que c'est peut-être ça qui aujourd'hui, peut-être le mal profond quand on n'arrive pas à se maintenir en Ligue 1. C'est ça, se dire à un moment, mais allons-y. Et c'est pour ça, je répète ce que disait Frédéric dans les médias, arrêtons de dire il y a 2 championnats. Ça m'embête. Jouons. Moi, je me souviens que Clermont, à l'époque, a été gagné à Marseille, qu'on allait faire. On voyait des petites équipes aller gagner. Il suffit de regarder ce qui se fait là. Lorient est monté en même temps que le FC Metz. Aujourd'hui, c'est une série de 12 matchs, je crois, sans défaite. Ils viennent de se qualifier en quart de finale de la Coupe de France. Exactement. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'a pas de raison je dirais, de ne pas être ambitieux à notre niveau. On ne va pas dire on va jouer les places européennes, mais on doit être ambitieux à la fois sur le terrain, dans les tribunes, partout. Voilà. Donc
Moi, je reste convaincu. Le Havre est un exemple aussi. Ils ont plus de points que nous aujourd'hui. Bon, peut-être qu'ils travaillent un peu autrement, etc. Mais il faut s'inspirer de ce qui fonctionne. Et je pense qu'on a, à mon avis, aujourd'hui, par le recrutement des garçons qu'on vient d'évoquer, par ceux qui sont restés, voilà, et par aussi une passion qui réside, parce qu'on le voit, encore contre Lyon, le stade est plein comme un œuf, ça veut dire qu'il y a quelque chose en fait à Metz qui se passe dans le football. Donc allons-y, toujours, et puis vivons avec, et soyons derrière cette équipe jusqu'à la fin de cette saison. C'est vrai que tu parlais de ceux qui sont arrivés, de ceux qui restent, mais Nathan, il y a aussi ceux qui sont partis, et là tu as enfin pu dépoussiérer un petit peu ta calculatrice pour calculer ce qui s'est passé en Ligue 1. Et oui, c'est l'autre info comptable. Le FC Metz a reçu 12 millions d'euros cet hiver. C'est top 4 de Ligue 1, derrière la Auxerre avec 15 millions, l'OM 42 et Rennes 39. Mais plus de 100 millions si on considère le prochain départ de Jacquet à Liverpool dès l'été prochain. C'est vrai qu'au niveau des départs, on va revenir dessus, et notamment sur ce chiffre. Avant ça, évidemment, des départs en prêt pour Morgan Bokele et Ibou Sané, le départ de Mike Mbaye ou celui de Brian Madjo, 12 millions d'euros annoncés pour rejoindre Aston Villa. Le président nous avait dit que on ne peut pas réinvestir cette somme. On se pose quand même la question, est-ce qu'il restait encore autant à combler pour l'exercice, ou est-ce qu'on anticipe déjà un petit peu l'année prochaine ? Non, je crois que le président l'a dit, il restait beaucoup à combler. Alors, bien sûr que quand tu as un joueur aussi jeune et le voir partir aussitôt, ben oui, pour nous, techniciens, c'est terrible. Mais quoi qu'il arrive, il faut s'adapter, quoi. Il faut s'adapter et j'espère que dans le futur, on arrivera à pérenniser tout ça et essayer de les garder au moins 2-3 ans, quoi. Voilà, quoi. Après, 12 millions d'euros pour Brian Madjo, qu'on a vu à 5 reprises, titularisation et remplacement inclus. C'est vrai que difficile de rester indifférent quand on est dans la situation financière du FC Metz aussi, je suppose. Oui, je viens de vous le dire, ouais, le président l'a dit, mais après, je crois que j'ai entendu, on parlait des transferts d'Auxerre, je crois que c'est le petit Matondo qui a été vendu 15 ou 17 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a eu une frénésie sur ces jeunes joueurs, quoi. Voilà, dès que tu es jeune, que tu commences à jouer un petit peu en Ligue 1, je dirais que tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde veut faire du trading, quoi. Voilà, quoi. Et moi, je ne veux pas parler de trading parce que pour moi, c'est pas ça le football, quoi. On peut pas dire on va faire du trading, non, c'est à un moment, tu as une valeur quand tu joues et que tu joues bien et que ton équipe gagne des matchs. C'est pas Borby qui dira l'inverse. C'est comme ce que tu défends beaucoup depuis déjà pas mal cette année, mais même avant. Après, mon opinion, vous la connaissez, et depuis longtemps. Moi, je me focalise uniquement sur le sportif. Après, je suis au courant, évidemment, des contraintes financières qui sont celles de beaucoup de clubs, y compris celle du FC Metz. Et Frédéric Arpinon a un rôle qui est compliqué parce qu'il est entre les intérêts financiers du club et l'intérêt de terrain et de la performance sportive. Et parfois, il y a des contradictions. C'est clair que moi, qui suis observateur du terrain, je regrette fortement que Brian Madjo, par exemple, son talent ne profite pas plus au FC Metz. Je regrette que Sadibou Sané soit convoité, et c'est tout à fait normal, mais que ça impacte à ce point le sportif. Et moi qui connais quand même le vestiaire, la psychologie des joueurs, je sais que quand tu montes de Ligue 2 en Ligue 1, il faut beaucoup de sérénité. Il faut une force collective qui se bâtit, ça ne tombe pas du ciel. Il faut de la cohésion d'équipe. Mais si chaque joueur, quand vous mettez vos chaussettes le matin à l'entraînement, discutez à droite, moi je vais partir, je sais pas où, je sais pas quand, mon agent m'a dit, alors c'est le football moderne probablement, mais je trouve que c'est pas bon pour l'expression collective, c'est pas bon pour le projet, c'est pas bon pour les joueurs qui s'inscrivent dans la durée, ça n'incite pas les joueurs à venir, ça n'incite pas aux bons joueurs de rester, parce que c'est trop friable. Moi j'étais défenseur, la préparation, c'est pas un vain mot, il faut se préparer individuellement, physiquement, mentalement, collectivement, avoir des repères. Mais si votre coéquipier avec qui vous bossez en charnière centrale, un coup, son agent l'appelle, je vais partir. J'ai un club, le club veut 15 millions, c'est 10 millions, peut-être la semaine prochaine, je ne suis plus là. C'est compliqué d'être performant. Et un club comme le FC Metz, qui,
je ne vais pas parler de difficultés financières, mais qui a des limites financières, on ne peut pas recruter des joueurs qui ont un CV, un pédigré à 200, 250 matchs, 300 matchs en Ligue 1, on le sait. Il faut combler ça par de la cohésion d'équipe, par des repères collectifs. Et ça, c'est le temps, la sérénité qui l'amène. Après, je connais le football. Évidemment qu'il y a des joueurs qui sont convoités. Évidemment que Mikotadze, on ne peut pas le conserver. Évidemment. Mais il faut que ce soit le moins possible. Et il faut protéger le groupe, le coach, le staff, pour qu'ils travaillent dans la durée. Et moi, si, et je ne l'espère pas, on descend, j'aurai beaucoup de regrets sur cette saison. Parce que au soir des barrages de Reims, je me disais, on va enclencher un cycle, on va conserver nos meilleurs joueurs, on va renforcer l'équipe. Malheureusement, je sais, Fred, on en discute un peu, c'est pas possible parce qu'il y a des convoitises et que le club ne peut pas refuser parce qu'il faut combler des manques financiers. Il y a le mercato qui est terminé depuis ce lundi, on l'a dit. On voit aussi dans les commentaires que les plus fins ont remarqué que d'autres mercatos sont encore ouverts. On parlait notamment des cas de Cheikh Sabaly ou de Joël Assoro. C'était ce mercredi en conférence de presse ou mardi je crois. Est-ce que ça avançait un petit peu ou pas ? Cheikh, c'est pratiquement fait. Et Joël, il y a des discussions, mais pour le moment, il y a rien de concret, quoi. Voilà, quoi. Cheikh Sabaly, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps au club, une année un petit peu contrastée avec diverses choses. Là aussi, on regrette peut-être un petit peu la manière sur le papier dont ça, entre guillemets, se termine. Ouais, moi ça me fait très mal de voir Cheikh partir comme ça parce qu'il lui restait 6 mois de contrat et qu'il ne voulait pas prolonger. Ça me fait très mal parce que le club a fait beaucoup pour Cheikh. Hein. Je crois que le club l'a supporté longtemps à travers ses différents prêts. Et l'année où il explose, hein, parce qu'il met quand même 15 buts la saison dernière, de ne pas le voir re-signer, ouais, ça me fait très mal. Ouais. Ça me fait très mal. Ouais. Et quelles sont, les raisons ? Pourquoi est-ce qu'il dit pourquoi je ne veux pas une meilleure proposition ? Peut-être qu'il ne croit pas au projet ici à Metz. Non, c'est... Après, tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'environnement qui est difficile à maîtriser. Hein, c'est parce qu'ils sont souvent sous influence. Mais après... Pour Cheikh, je ne sais pas, je suis tellement déçu parce que je pense que c'est un joueur qui aurait pu rester longtemps et il a vraiment franchi ce cap et aujourd'hui, pour moi, c'est un joueur qui peut être performant en Ligue 1, quoi. Voilà, quoi. Mais non, après, voilà, je dirais qu'il y a l'influence autour. Après, peut-être qu'il a... tu sais, tu as été joueur, Bourbi, il a peut-être mal vécu des saisons où peut-être que les entraîneurs, les dirigeants lui ont pas fait confiance. C'est un peu tout ça, quoi. Voilà, quoi. Ce qui est vraiment, je trouve, pour compléter un petit peu ce qui est dit sur Cheikh Sabaly, je trouve que c'est un peu dommage parce que l'année dernière, il a passé un cap, clairement. Je pense que Stéphane Le Mignon a eu cette grande faculté de lui donner, j'ai envie de dire, ne le prenons pas mal ce que je dis, mais une culture foot qu'il n'avait pas avant. Il l'a fait réfléchir, se positionner, il l'a replacé en plus. Peut-être on n'avait pas d'autres solutions, mais avant-centre. Et dans une situation qui était parfois difficile compte tenu de sa taille, mais je trouve qu'il a vraiment progressé l'année dernière. Il fait quelques matchs très intéressants. Moi, je trouve que le match qu'il fait à Monaco, notamment où il prend la balle de haut but et il fait passe décisive sur Habib Diallo. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on voit quand même rarement. Je trouve, à haut niveau, cette capacité de prendre le ballon de haut but, se retourner très rapidement. Donc, il avait des qualités. Je pense qu'il avait vraiment passé un cap. Et je comprends, en fait, la frustration de Frédéric, parce que je pense que c'est un joueur qui aurait pu encore passer un cap supplémentaire dans une saison pleine en Ligue 1. On a évoqué un petit peu justement les départs. On reviendra juste après peut-être sur les fins de contrat. Avant ça, on a parlé pas mal des jeunes joueurs aussi cette semaine. On l'a vu quand on regarde le match face à Lyon, notamment Billy Moulongo ou encore Nathan Bala. Il y a une phrase dans la conférence de presse qui était « Ils auraient dû y être avant » en parlant de l'opération bataille pour le maintien. Est-ce que c'est indirectement un message pour Stéphane Le Mignon, peut-être pour d'autres coachs ou pas ?
Non, mais je crois que quand Stéphane signe, quand Fred Antonetti signe, ou je sais plus les coachs qui sont passés, ou Benoît Tavenot, aujourd'hui, pour le FC Metz, et ça a toujours été, puisque Bourbi est à côté de moi, c'est important de sortir des jeunes de la formation. C'est pour ça que j'ai dit ça. Et aujourd'hui, on ne peut pas l'éviter, quoi. On peut pas l'éviter. Et sachant que c'est des joueurs, ce sont des jeunes joueurs, mais c'est des joueurs qui peuvent nous amener quelque chose dès aujourd'hui. Après, je vais vous parler de Georges aussi. Georges, rappelez-vous, Georges, il part en prêt à Serein, il revient, il est là, il fait le premier match de championnat contre Lille et il repart. C'était pareil. J'aurais aimé, et tous, on aurait aimé que Georges reste avec nous, quoi. Voilà, quoi. C'est pour ça. On parle de Milongo, on parle de Nathan Mbala. Voilà, c'est des joueurs qui peuvent nous aider à gagner des matchs. Justement, vous parlez de Benoît Tavenot. Très rapidement, il y a eu un changement de coach cet hiver. On a peut-être déjà tendance à l'oublier, tellement ça va vite ces dernières semaines. Quel était votre rôle dans son arrivée? C'est vrai qu'on n'a pas forcément, surtout le président et le coach à son arrivée. Comment ça s'est déroulé? Non, après, il fallait faire, il fallait faire quelque chose par rapport aux résultats. Après, on a reçu beaucoup de CV et Benoît était passé par le club, et je crois qu'il avait laissé une belle image. Moi, personnellement, je pensais qu'il allait rester et qu'il allait prendre la suite de Bologna. Bon, il a fait un choix. Voilà, je pense que le fait qu'il soit passé par chez nous, le fait qu'il ait travaillé à la formation, parce qu'il a travaillé longtemps à la formation. Après, bien sûr que c'est pas anodin. On a suivi aussi ce qu'il a fait, son passage à Dijon, sa première année à Bastia. Même si sur la seconde saison, ça a pas bien fonctionné, mais on a regardé l'équipe jouer de Bastia et c'était pas déconnant, quoi. Voilà. Il n'y a pas eu de joueurs de génération foot cet hiver. C'est vrai qu'on parlait des jeunes et vous disiez les jeunes joueurs viennent de la formation et tant mieux. Pendant un moment, ça a été avec Génération Foot que le FC Metz s'était basé, ou du coup un peu plus que sur le centre de formation. Est-ce qu'on connaît déjà de potentiels profils qui pourraient revenir ou pas? C'est vrai que dans les rumeurs qu'on a pu entendre, on parlait peut-être d'une fin de collaboration. Finalement, il y a une prolongation entre les deux entités. Comment ça se passe à ce niveau-là? Non, je dirais que c'est difficile à répondre. Ce qui est sûr, c'est que la collaboration, elle continue. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, c'est peut-être des cycles. C'est vrai que là, les derniers joueurs arrivés de Génération Foot, c'est Moustapha Diop. C'est ça, et Abdoulaye Agnoba, je crois. Et Ba, qui a été prêté. Voilà, mais je sais que dans 8-12 mois, il y a des joueurs qui vont arriver avec beaucoup de talent, quoi. Voilà. Les fins de contrat, c'est vrai que c'est un nom qui revient souvent. On a parlé de Jean-Philippe Bama tout à l'heure. Il y a certains joueurs qui sont en fin de contrat. Kofi Kwa aussi, qui nous avait dit sur ce même canapé, moi, si on me propose 4 ans, je veux bien re-signer. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ce sont des dossiers qui peuvent avancer maintenant, même si on sait que souvent, il faut attendre la fin de saison pour savoir où évoluera le club? Oui, je crois que voilà, c'est ce qui va être important pour les joueurs que vous venez de citer. Vous parlez de Kofi, on parle de Jean-Philippe, on parle de Tita, je ne sais pas qui j'oublie. Bon, enfin, voilà, c'est bien sûr que c'est des joueurs qu'on a envie de garder. Et je pense qu'il va falloir voir au niveau où on se trouvera à la fin de saison. Mais quoi qu'il arrive, on a déjà commencé à discuter parce que je dirais que c'est des joueurs qui incarnent le FC Metz, quoi, voilà, quoi. Et on va tout faire pour essayer de les conserver, quoi. Il y a eu un petit problème avec Kofi ou pas? Parce que ça aussi, on en a pas mal entendu parler. Autant pour les autres joueurs, on sait que voilà, il y a des propositions peut-être pour Tita et Julie, que Jean-Philippe Bama, voilà, c'était un contrat très court terme. C'est vrai que Kofi a peut-être plus fait parler que d'autres sur ce cas-là. Oui, parce qu'on a entamé des discussions et que voilà, au début des discussions, ça a été très compliqué. Mais non, je pense que c'est pas un dossier au point mort. Non, non, c'est pas du tout un dossier au point mort. Mais après, je vous dis, c'est pas Frédéric Arpinon qui doit vous le dire. Je pense que ce soit Borby ou Stéphane, voilà, Kofi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui adhère complètement à la philosophie du FC Metz, quoi. Voilà, quoi. Très rapidement, messieurs, est-ce qu'il vous reste une question au mercato? Sinon, on a une deuxième partie. On pourra passer au match face à Lille. Non, moi, je voulais juste revenir par rapport, on parlait de Georges Mikotadze et son prêt à Serein. Qu'est-ce que peut représenter aujourd'hui l'entité Serein
en sachant qu'à l'époque où on a récupéré Ablaye Jallo, Maziz, Mikotadze, Serein évoluait en première division avec l'année d'avant une vraie dynamique collective dans cette équipe. Là aujourd'hui, c'est un club qui essaye de pas descendre dans la division inférieure, en troisième division. Est-ce qu'aujourd'hui, la structure même de Serein est encore une structure, on va dire, à même d'aider le FC Metz dans sa quête de formation de joueurs? Non, c'est vrai que, mais en plus, quand on parle de Youssef, de Ablaye, de Georges, ils sont arrivés à Serein, c'était des jeunes joueurs qui n'avaient pas du tout joué en équipe UNAMES. Et ils sont arrivés en Ligue 2, ils ont survolé la Ligue 2 en Belgique, et ils sont montés en Ligue 1 et ils se sont maintenus. Voilà, c'est vrai que c'est difficile. Je dirais que c'est de plus en plus difficile économiquement déjà, parce qu'ils étaient au-dessus, mais ils avaient de bons coéquipiers aussi autour. Et aussi, ils avaient un entraîneur qui était un entraîneur qui correspondait vraiment à ce que voulait faire le FC Metz avec Serein. C'est-à-dire que c'était un entraîneur qui était formateur et qui a vraiment fait progresser ses joueurs, leur a fait passer un cap, quoi. Voilà, quoi. Mais je continue à penser que Serein peut être utile pour la progression des jeunes joueurs, quoi. Voilà, quoi. On va parler championnat, je vois que ça s'agite un petit peu, ne vous inquiétez pas, on va parler de ce brassard de capitaine. Et justement, ça va ouvrir cette prochaine partie, c'est l'heure du journal de la Ligue 1. Eh oui, vous pensiez qu'on n'allait pas en parler, mais enfin, évidemment qu'on va revenir sur ce dossier. Retour au championnat, évidemment, ce week-end pour le FC sera dès ce vendredi soir face à Lille. Et l'une des grosses actualités qui est arrivée à nos oreilles, eh bien, Gauthier n'est plus le capitaine du FC Metz. Choix de la direction. Je pense que vous êtes bien l'homme de la situation pour nous parler de ce dossier. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette décision? Et aussi, quel a été le retour de Gauthier? Non, après, dans la situation dans laquelle on est, il faut prendre des décisions. Voilà. Après, c'est simple. On pense que lever le brassard à Gauthier va lui permettre de mieux s'exprimer sur le terrain. Je crois que Gauthier, il est né ici. Ça lui tient vraiment à cœur que le FC Metz gagne des matchs et se maintienne en Ligue 1. Voilà. Et on se dit que peut-être que c'est beaucoup pour un seul joueur, quoi, et que le fait de lui lever le brassard, ça va le décharger de beaucoup de choses. C'est comme ça que ça a été accueilli de sa part? Oui, il n'y a pas. Honnêtement, on en a parlé. On voulait pas que Gauthier soit frustré, déçu. Non, on en a parlé. Il a très bien compris. Et je crois que je l'ai lu, on m'a dit que l'entraîneur avait dit qu'il n'avait pas vu que Gauthier était déçu d'avoir perdu le brassard dans les entraînements qu'il a fait cette semaine, quoi. Mais en tout cas, non, j'ai pas. On a eu une bonne discussion avec Gauthier et je l'ai senti plus, voilà, soulagé par l'envie de pouvoir tout donner sur le terrain et d'aider l'équipe à gagner des matchs, quoi. C'est vrai que Barbie, on en avait parlé un petit peu de ce cas en début de saison et il fallait trouver un remplaçant à Mathieu Hudol, ce qui n'était pas rien quand tu veux être capitaine. Benoît Tavenot disait, quand tu viens du cru, c'est à double tranchant, c'est plein de bonnes qualités, mais ça peut être aussi de grosses responsabilités, peut-être un peu plus que si ça avait été quelqu'un d'autre. Quand tu es du cru ou pas d'ailleurs, mais c'est toujours une responsabilité, c'est clair, on doit être irréprochable, on doit être une locomotive dans l'état d'esprit, on doit rassembler, fédérer, calmer aussi parfois les plus jeunes, donc il faut avoir un discours qui rassemble, qui galvanise. Et après, il y a, pour certains joueurs, ça met une pression, c'est clair, supplémentaire, d'autant plus quand les performances individuelles sont peut-être en deçà des attentes, ça crée une frustration, une perte de confiance. Le joueur qui est capitaine aura plus tendance à se focaliser un petit peu sur sa propre performance, à avoir un peu de nervosité. C'est ce que j'avais un petit peu perçu chez Gauthier, notamment à Angers, où je le voyais un petit peu nerveux, un petit peu quand Fischer balançait un petit peu un long ballon, qui râlait, qui se détournait un petit peu du jeu. Après, concernant Gauthier, ça reste un bon joueur, ça reste une valeur du club au niveau technique. Moi, je voudrais juste parler un petit peu de son positionnement à sa décharge. C'est pas évident, il est un petit peu excentré côté droit, il redescend beaucoup, il joue beaucoup vers l'arrière.
Et à mon sens, je le verrai plus. Bon, là, on a joué 4-1, 4-1 ou 4-3-3, mais je le verrai plus en soutien des attaquants dans une position axiale. Là, je pense qu'il peut exprimer son potentiel, sa qualité de passe, sa qualité d'anticipation, sa dernière passe, voire même de finition aux abords de la surface. Là, il est loin du but, il est long de ligne, il n'a pas des qualités de vitesse, de puissance et de percussion qui lui permettent de faire des différences en 1 contre 1. Donc, il est un petit peu contraint de jouer dans un rôle sur ses défauts et dans un rôle qui ne va pas le mettre en lumière et où il joue la sécurité. On ne le voit pas prendre de risques. Donc voilà, donc ça vivote un petit peu. Et je pense qu'Axial, dans un 3-5-2 sous 2 attaquants ou dans un 4-2-3-1, je pense qu'en position axiale, il exprimerait un petit peu mieux son potentiel. Après, c'est aussi une décision qu'il doit digérer, parce que c'est pas évident. Vous êtes capitaine, une petite forme d'échec. Bah oui, vis-à-vis de ses coéquipiers, vis-à-vis de lui-même, de son ego. Voilà, bon, il a l'intelligence, j'espère, de mettre ça de côté, de se mettre au service du collectif. Il faut voir qui héritera du brassard, Stambouli. Belle passe en profondeur pour Frédéric Arpignon. On va voir comment va être contrôlé le ballon. Mais bon, moi, j'ai toujours préféré un peu les joueurs à vocation défensive, qui ont un état d'esprit, qui sont... ça, c'est ma vision. En fait, tu voulais juste le brassard. Après, si tu as Zidane, tu lui donnes le brassard. Non, mais dis-le que tu le veux, le brassard, en fait. Juste pour ça. Moi, je suis capitaine de soirée. Moi. Je ne suis pas du tout inquiet sur sa façon de rebondir, sur cette... Si on peut parler de résilience, si on lui enlève le brassard de capitaine, parce que c'est un garçon qui, à Auxerre, a travaillé mentalement, il le dit lui-même, il s'est entouré de personnes pour améliorer ses capacités mentales dans la compétition, peut-être aussi dans la frustration, dans pas mal de choses. Donc moi je pense qu'il a des outils en fait pour mettre ça de côté et pas se faire laisser parasiter par des petites choses comme ça. Frédéric, évidemment. Le remplaçant a été désigné d'après Benoît Thavenot, mais on n'a pas eu l'identité. Est-ce que le prochain capitaine du FC Metz peut être dévoilé Non, honnêtement, non, parce que je pense que ça appartient à l'entraîneur. Hein, ça appartient à l'entraîneur. On va attendre demain soir. Voilà, on attendra demain soir. J'en ai discuté avec lui, il a des idées, mais je pense que voilà, ça lui appartient. Quoi. Ça lui appartient. Voilà, mais pour revenir à Gauthier... Non, je pense que Gauthier, et je crois qu'il a dit souvent dans la presse, il est animé par le FC Metz, par les résultats, il a envie d'aider le FC Metz à se maintenir. Voilà, mais c'est pour ça que quand j'en ai discuté avec lui, je ne l'ai pas du tout senti. Bien sûr que ça fait, comme l'a dit Borby, ça fait toujours mal. Mais non, je ne l'ai pas senti vraiment déçu et frustré. Non. Envie de tout donner pour... Voilà, et je crois que, voilà, Benoît l'a dit, c'est sur les entraînements qui ont suivi la décision, il était presque même, je ne vais pas dire soulagé, mais voilà, peut-être que ça va lui permettre d'être encore meilleur, même si il ne faut pas oublier que c'est lui qui a les meilleurs stats depuis le début de saison. Quoi. Voilà, quoi. En espérant que ça permette justement d'en prendre encore un peu plus soin de ces statistiques, et il le faudra dès ce vendredi avec ce match face à Lille. On va regarder un petit peu l'état de forme de cette équipe de Lille avec quelques statistiques. Vous en avez l'habitude, 5e de Ligue 1 avec 32 points, c'est 10 victoires, 2 nuls et 8 défaites, 34 buts marqués contre 30 encaissés. Haralson et Egaman en tant que meilleur buteur, Félix Correa en tant que meilleur passeur. Steph, un petit traumatisme cette équipe de Lille au match aller, une défaite 6-1. Elle est 5e du championnat et pour autant elle n'est pas dans une forme olympique en ce moment, sans mauvais jeu de mots. 4 défaites consécutives. Alors attention, en face c'était Paris, Rennes, Strasbourg et Lyon. Mais là, comptablement, il y a une urgence et tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de championnat, il n'y en a qu'un, c'est la Ligue 1. Il va falloir dès ce week-end prendre des points parce qu'il y a urgence. Ouais, 5 défaites consécutives, tu oublies de le dire, puisque vendredi, c'est-à-dire demain, la prise de position est faite. Ils ont gagné en Coupe d'Europe entre-temps. C'est mon côté optimiste. C'est-à-dire que cette équipe de Lille, en fait, pour moi, c'est une des meilleures équipes en fait, de ce championnat. Déjà parce que je trouve que ce qu'ils font en termes de recrutement depuis quelque temps, alors ils ont des moyens assez énormes, mais ils font vraiment des coups. Hein. On voit Olivier Giroud. Bon, tu fais pas venir un joueur de cette dimension comme ça. Tu as parlé d'Haralson, c'est un joueur que j'adore. Je trouve je sais pas, il doit faire 12-13 km par match à chaque fois. Je trouve que c'est un super joueur. Et puis, il s'appuie sur un collectif
vraiment, alors peut-être un peu moins performant ces dernières semaines, mais il s'appuie quand même sur un collectif avec un entraîneur qui est très bon, qui a plus grand-chose à prouver, on va dire, dans le monde du football, en tout cas en France. Je trouve que, voilà, je ne sais pas comment les choses vont être abordées sur le plan tactique. Ce qui est certain, c'est que tu n'as pas le choix que d'être, en qui plus est chez toi, à la fois solide, comme tu as envie de l'être, sur le plan défensif. Et ça, c'est la première chose à avoir. Et puis la deuxième, c'est de garder de l'ambition dans le jeu, de garder cette volonté d'aller faire mal à l'adversaire, qui plus est en plus chez toi. Il faut laisser tomber ce qui s'est passé il y a quelques mois et cette défaite assez lourde. Parce que si on pense à ça, évidemment, on ne va pas les regarder dans les yeux. Donc, il y a une vraie volonté, je pense, et qui plus est que le nouvel entraîneur, d'aller faire mal. D'aller faire mal à toutes les équipes maintenant, que tu t'appelles Lille, Le Havre ou je ne sais qui. On a évidemment un petit couac à Nathan, parce qu'on parlait justement de savoir comment allait s'organiser cette équipe du FC Metz. Il y a déjà une certitude et malheureusement, elle n'est pas là pour nous faire sourire. Oui, effectivement, la sanction est tombée pour Gbam, 2 matchs de suspension ferme. Alors, je m'adresse à vous, Frédéric Arpinon. Est-ce qu'il est envisageable de faire appel de cette décision ? Je vous dirais que c'est délicat, mais moi, en tout cas, j'ai envie de faire appel parce que quand tu revois les images, c'est involontaire. Voilà, il y a pas de, c'est pas volontaire, il n'y a pas d'engagement, il perd l'équilibre. Suite à, il se fait pousser dans l'eau, il perd l'équilibre et quand il récupère le ballon, il met le pied sur le ballon. Et quand on a joué un peu au foot, quand on met tout son corps sur le ballon, à un moment, on ne sait pas où on atterrit. Et malheureusement, il a atterri sur la jambe de Belkebla. Non, je suis très déçu de la sanction. Je pensais même qu'ils allaient lui lever le carton rouge, quoi, pour vous dire, quoi. Voilà, quoi. C'est vrai qu'il y a petite frustration, parce que quand on voit dans le même camp, sans vouloir comparer, mais Achraf Hakimi qui prend un match ferme et un match avec sursis, c'est vrai que le 2 ferme tout de suite, quand on revoit les images, quand bien même, on l'a vu, sur écran arrêté, la cheville est en angle droit, voire presque, mais c'est malheureusement de la malade. Il y a ce côté involontaire, en fait. Sur le coup, en regardant les images à la télévision, j'étais persuadé qu'il allait prendre rouge parce que dans ce genre de cas de figure, les arbitres, quand ils vont voir l'écran, ils sifflent systématiquement rouge, non-maîtrise du geste technique, etc. Mais après, à la lumière, évidemment, des images aussi où il est poussé, effectivement, il perd l'équilibre, c'est pas intentionnel, c'est pas un joueur qui est méchant en plus, ça on peut le noter. Mais c'est pas intentionnel. Donc un match ferme, pour moi, ça n'aura pas été une injustice flagrante. D'autant plus que le joueur angevin, il continue tout le match. Parce que tu peux, je pense, sanctionner très vite d'un carton rouge si à un moment tu vois qu'il y a une grosse entorse, une fracture ou quelque chose qui fait que le joueur en face, tu vois, il ne peut pas continuer. C'est le problème de l'image arrêtée. Parce que tu crées quand même, on va dire, tu crées une difficulté pour l'équipe adverse. Là, c'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est comme ça. Donc on peut faire appel, mais il faut faire avec et il ne sera pas là demain. Et c'est préjudiciable pour notre défense et notre équipe parce que c'est une des forces vives et il dégage aussi beaucoup de sérénité, mais aussi dans les duels. Voilà, c'est un joueur qui est, c'est un joueur important, qui est très intéressant. Et pour revenir au match de demain, moi j'ai vu Lille à Lyon, très 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 bonne équipe, maîtrise collective, technique. Les 30 premières minutes au Groupama Stadium, Lyon n'a pas trop existé. Ils avaient du mal à ressortir le ballon parce que Lille fait un pressing. Ils sont en 4-4-2 quand ils n'ont pas le ballon, 4-2-3-1 quand ils ont le ballon avec Haraldsson sous l'attaquant. Mais ils ont une maîtrise technique et collective, c'est-à-dire qui peuvent attaquer flanc gauche, c'est bouché, ils ressortent. Ils ont une grosse maîtrise de ce côté-là. Ils peuvent marquer 1 ou 2 buts à Lyon, notamment Perrault qui a une grosse occasion. Et Lyon marque un peu sur un contre, sur une différence individuelle côté gauche. Mais attention à cette équipe de Lille qui est très, très impressionnante quand même, malgré leur mauvaise dynamique actuelle.
Quel capitaine, quelle défense centrale, quelle place aussi pour les nouvelles recrues, justement, dans la nouvelle organisation que va mener Benoît Tavenot? Eh bien, réponse demain soir en ouverture de la 21e journée de championnat. Et vous en avez l'habitude, c'est pas la seule affiche de cette journée. On va regarder évidemment l'agenda de ce week-end avec dès samedi Lens-Rennes, Brest-Lorient ou encore Nantes-Lyon. On aura droit à Nice-Monaco à 15h dimanche avant un multiplex avec Angers-Toulouse, Auxerre, Paris FC et Le Havre-Strasbourg qui pourrait intéresser évidemment le FC Metz. Le soir, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Ça pourrait intéresser le FC Metz car on va le revoir, ce classement évidemment avec Paris, Lens, Marseille et Lyon dans le top 4 direction pour le moment la Ligue des Champions. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le bas de tableau, malheureusement, avec le FC Metz qui est avec Nantes et Auxerre à la bataille pour cette place de barrage. Ce sera notre dernière question, parce que malheureusement, on arrive déjà à la fin, Frédéric. La mission maintien, il faut y croire, évidemment, mais est-ce que ça peut passer par autre chose que les barrages, quand on voit déjà la différence de points qui commence à se faire entre ces équipes? Je veux pas réfléchir comme ça, je veux réfléchir match après match. Je dirais que, voilà, je crois que Stéphane l'a dit, on ne doit pas faire de complexe, hein, et encore plus dans ce championnat, puisque si je prends la saison dernière en Ligue 1, je crois que Paris était imbattable. Hein. Paris a perdu, Paris se fait accrocher régulièrement cette saison. Je crois que voilà, il faut faire de complexe devant personne, et je pense que et on l'a prouvé, puisque on est une des rares équipes à avoir battu le RC Lens. Voilà, je crois qu'il faut jouer ce match avec ambition et pas réfléchir au reste et faire les comptes à la fin du match. Mais je pense que, voilà, en tout cas, je suis optimiste, quoi. On reviendra évidemment sur ce match dès la prochaine émission. Merci d'être venu sur notre plateau, Frédéric. Merci aux deux Stéphane aussi. Maintenant, je dis les deux Stéphane, c'est bon, on peut arrêter les surnoms pour s'y retrouver. Évidemment, Metz contre Lille, ce sera ce vendredi au stade Saint-Symphorien. On reviendra sur ce match dès lundi. D'ici là, vous en avez l'habitude. À très vite sur Moselle TV.